C'est à mi-chemin de ce long périple que nous rejoignons les camions partis la veille de Buenos Aires et pour l'instant encore endormis. Le printemps commence à peine et malgré les premiers rayons du soleil, la température est proche de 0 degré. Le vent qui balaie perpétuellement cette région est glacial, on pourrait même dire polaire. Suivant leur rythme et leur capacité de récupération, les chauffeurs reprennent un à un la route, comme affamés d'avaler pendant des heures les interminables lignes droites. Nous avons rendez-vous avec Coque, un des chauffeurs patentés de la flotte Oro Negro. Ses rideaux sont encore tirés, mais le moteur tourne déjà. Vers 7 heures, les chauffeurs émergent lourdement de leur cabine, comme presque étonnés de se retrouver dans ce décor. Après une rapide toilette, et pendant que le diesel chauffe, Coque prend le temps de saluer quelques collègues. Il se souhaite bonne chance et se fixe encore d'autres rendez-vous le long de la route numéro 3. Ce camion est à moi depuis juillet de l'année dernière. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble. Tout ce que tu vois à l'intérieur, c'est à moi. Le petit drapeau, c'est un ami qui me l'a donné. Là, ce sont mes ustensiles pour faire le maté, pour être sûr de ne jamais en manquer. Je suis parti de Buenos Aires hier, plus exactement de Médanos, dans la province de Buenos Aires. C'est là que j'habite. Je pense que je vais m'arrêter ici. Les sachets, c'est pour quand tu verses l'eau, pour ne pas la renverser. Ça sert de barrage. Quelle flemme! Il y a une autre espèce sauvage le long de la route numéro 3, mais fort heureusement, celle-ci préfère les plages de galets au bitume. Les lions de mer, dont les mâles colossaux dépassent les 350 kg, étaient autrefois chassés pour leur graisse. Aujourd'hui, ne craignant plus rien des hommes, ils traînent souvent près des villages de pêcheurs pour se nourrir paresseusement des restes de la pêche. Ils sont repoussés par les villageois exaspérés par ces voisins bruyants et malodorants. Lui, c'est mon copain de Médanos. C'est lui qui m'a fait grimper pour la première fois dans un camion. Je devais avoir dans les 20 ans et pas vraiment le choix. Soit je conduisais un camion, soit je devenais un pouilleux. C'est ce fou qui m'a pris avec lui dans son camion. Et maintenant, je suis là. Après une douzaine d'heures au volant, Coque ressent la fatigue lui ordonnant de s'arrêter pour la nuit. Avec une fois encore quelques autres camions, ils cherchent un endroit où s'abriter ensemble, en meute, plus par convivialité que pour des raisons de sécurité. Bon, les amis, je vais dormir. À demain. Hasta mañana.
Dans la petite caravane posée au bord de la route servant de restaurant, Coquet et ses collègues profitent d'un petit déjeuner copieux pour échanger quelques histoires de routiers et rompre la monotonie du trajet. Les chauffeurs décident à leur tour de reprendre le volant. La journée va être dure, la piste, le bateau, la montagne, et toujours le vent qui souffle de travers à près de 100 km/h. À son tour, Coquet franchit maintenant la douane et entame une des parties les plus fatigantes de ce voyage. Quand à notre tour nous arrivons au détroit, le bateau est déjà loin et nous devons attendre le prochain. Le Chenal est un endroit mythique que tous les aventuriers attirés depuis des siècles en terre de feu ont dû franchir. Le premier de tous étant celui qui a donné son nom à ce détroit, le navigateur portugais Fernand de Magellan. C'est en 1520 qu'avec sa flotte, il s'aventure dans ces eaux sinistres à la recherche d'un passage pour atteindre la côte ouest de l'Amérique. En chemin, il remarque les nombreux feux sur la terre que les Indiens ont allumés. Il donne alors le nom de Terre de Feu à cette région du monde. Enfin, la navette arrive, et c'est après que les véhicules venant de l'autre rive aient débarqué que pourront à leur tour monter à bord, passagers et véhicules. Les semi-remorques et les véhicules légers seront serrés au plus juste et de manière équilibrée, suivant les consignes précises d'un équipage rompu aux manœuvres par très gros temps. Il y a parfois des difficultés, mais en général, ça ne vient pas des chauffeurs. Les gars d'ici sont habitués. Il faut que les chauffeurs sachent se débrouiller. Ce n'est pas facile. Ils ne doivent pas rater leur manœuvre. Quelques kilomètres après la mer, réapparaissent les immenses plaines arides et rectilignes, propices à la conversation en cabine. Je demande à Coquet de me parler de tous ces petits sanctuaires du bord de route, dédiés à un gardien de troupeau qui, paraît-il, fait des miracles. L'histoire du Gauchito Gil, c'était un petit gaucho qui volait les riches pour donner aux pauvres. Un jour, un lieutenant ou un général l'a arrêté. Et on l'a condamné. Avant l'exécution, le gauchito a dit à son bourreau « Ton fils est très malade ». Il lui a alors conseillé d'invoquer son nom et que cela le sauverait. Le type ne l'a pas cru et l'a exécuté. Quand le bourreau est rentré chez lui, son fils était très malade. Il prononça le nom de Gaucho et le fils fut sauvé comme par miracle. C'est pour ça qu'il est considéré comme un saint et qu'il est devenu très célèbre. Comme vous pouvez le voir sur la route, beaucoup de camionneurs vénèrent le Gauchito Gil. Et moi aussi j'y crois. C'était un homme bon qui aidait beaucoup de gens, une espèce de saint. C'est pour ça qu'on le prie partout ici. Et pour le saluer, chaque fois qu'un camion passe, le chauffeur lui crie « Au revoir, Gauchito Gil » ou bien il donne un coup de klaxon. Il arrive un moment où on ne sait plus comment s'asseoir. Non, je suis sérieux, vraiment. Hein. Quand je suis presque arrivé, c'est comme si je m'écroulais. Je me dis, enfin, j'y suis presque. Je suis presque arrivé au bout du monde, à Ushuaia. Bon, comme je te l'avais dit, le climat ici est très variable. On est en octobre et il est en train de neiger. L'hiver ne finit jamais vraiment ici, c'est la Patagonie.
La situation ne fait qu'empirer au fur et à mesure de notre progression. Coquet commence à être inquiet pour le passage du col. Les chauffeurs décident de se réunir pour discuter du bien fondé de chaîner ou pas. ¿Café en saquito? No, así con el Ah. ravioles. Bueno. Mira lo que tenemos para esta noche. Esta es para la cena de la noche, ¿ves? A esto le ponemos reviento, hierro. Après avoir partagé une soupe, ils décident de reprendre leur progression sans les chaînes, en priant pour que la neige arrête de tomber rapidement. Maintenant, on est en train de redescendre le col Garibaldi, tranquillement. Parce qu'on a quand même 45 tonnes qui poussent derrière. Mais bon, ça se passe bien. Oh, regarde. Ce sont eux les imprudents qui te dépassent en pleine descente. Ils n'en ont rien à faire de toi, et après, tout ce qu'ils te répondent, c'est que ce sont les camionneurs qui sont cons. Quand nous arriverons à Ushuaia, dans environ 1 heure, on ira voir mon ami. On va se faire un bon agneau de Patagonie. On va le cuire avec de la bière. C'est ici que finit la route à tresse. Après plus de 3000 km de paysages et d'histoires les plus variées, ici aussi que nous devons décharger le camion. Coquet et ses collègues livrent des produits frais pour la Anonyma, un des plus gros distributeurs nationaux. Les papiers réglés, le camion garé à son quai de déchargement. Coquet pourra pour la première fois depuis 3 jours oublier un peu son camion et profiter de la fameuse hospitalité Patagone. Bon alors, t'as fait bonne route? Ouais, je suis bien arrivé, aucun problème. Dans le petit atelier plus habitué aux poids lourds, une autre vieille dame se refait faire une beauté. Il s'agit d'un antique pick-up Ford de 1930 qu'on apprécie particulièrement par ici et dont l'histoire est très liée au développement de cette région du monde. Coquet, lui, s'est occupé des courses pour faire un assado. C'est presque le plat national tant les grillades sont appréciées ici, particulièrement avec de l'agneau de Patagonie, le meilleur au monde d'après les Argentins. La recette est simple, de la viande fraîche, beaucoup de sel et une longue cuisson. C'est la spécialité de Patagonie, l'agneau au sel. Cordero a la sal. Y por ahí, y entre todo eso, sí, sí. Pero ya adentro hay mucho. Ahora cuando... Y bueno, pero hay que andar, boludo, hay que andar. Escucha, vos también. Cuando yo pinté todo, es que ya está terminado la obra maestra. ¿Qué vino? Ah, ¿Querés vino? por la vida, me loco. Por la chacolita. Aguante la Patagonia. Para que la próxima
loco. No, más un poco. La nuit est presque tombée sur Ushuaïa, les vieilles demoiselles sont déjà couchées et presque endormies. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Aquí está, mirá, esa es la empresa. La majorité d'entre nous est venue ici pour trouver du travail. Ici on travaille, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a des usines où l'on monte des téléviseurs, des écrans plasma, des téléphones portables. La plupart d'entre nous cherchent à y entrer, mais celui qui n'y arrive pas, il vient sur le port et il termine là. Après de longues négociations, certains bateaux sont autorisés à décharger. Le balai des camions et des containers volants peut alors reprendre de plus belle. Encore une invitation à un autre voyage. Ne serait-ce pas temps de larguer à nouveau les amarres? Ushuaïa n'est définitivement pas la fin du monde, mais plutôt le début d'un nouveau. Paulo Coelho a écrit un jour « Qui a l'habitude de voyager, c'est qu'il arrive toujours un moment où il faut partir ».